Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On revient assez rapidement, mais il faut en parler. Vos résultats, c'était le mois dernier, c'était fin octobre. Résultats pour le compte du troisième trimestre, qui est d'ailleurs dans la lignée du premier semestre. Au final, les chiffres sont en gros chiffre d'affaires, je résume, en hausse de 13% pour le troisième trimestre, 14,5% sur 9 mois. Juste un petit mot, après on parlera de la question des prix, la question des volumes, parce qu'il y a quand même des sujets. Juste où les moteurs de croissance aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que tout avance à la même allure, ou est-ce qu'il y a des signaux quand même avant-coureurs qui montrent que c'est en train de se tasser, de ralentir? Alors même sur le troisième trimestre, une croissance totale de près de 20%. Là, vous citiez la croissance interne, mais en plus, on a des effets de périmètre très, très porteurs. Saint-Gobain, c'est le leader mondial de la construction durable. Donc nous sommes très très bien positionnés sur les sujets de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique. C'est au cœur des préoccupations à la fois crise énergétique en Europe, crise climatique. C'est ça l'offre de solutions de Saint-Gobain. Donc c'est d'abord et avant tout des perspectives de court et de long terme qui sont porteuses. Il y aura un petit peu de tension et de baisse sur le neuf en France, oui, on va en parler, aux États-Unis, mais le moteur essentiel de Saint-Gobain, c'est la rénovation énergétique et c'est au cœur des préoccupations. Pouvoir d'achat pour les Français, précarité énergétique, efficacité des bâtiments publics et privés, et puis aussi contribution à la baisse des effets de gaz à effet de serre sur le climat. Le gouvernement d'ailleurs qui demande plus de sobriété énergétique aux Français pour bien passer cet hiver. Heureusement, la météo est clémente pour l'instant, ça nous sauve. Il faut en faire plus en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Évidemment, c'est votre positionnement, c'est votre cœur de métier. On en fait assez, on va assez vite en France par rapport à ce que font nos voisins ou même par rapport à ce qui est nécessaire pour vraiment faire des économies au-delà de faire du bien à la planète. Alors le gouvernement pousse deux grands piliers, la sobriété énergétique et puis les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ça c'est des enjeux à 10 ou 15 ans, les éoliennes, le nucléaire. Le troisième pilier qui est très important, c'est l'efficacité énergétique du bâtiment aujourd'hui. Alors c'est 45% de la consommation d'énergie en France dans les bâtiments publics et privés. Et ça émet 40% du CO2. Et ça émet à peu près 40% du CO2. Donc la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Baisser de 10% cette consommation énergétique des bâtiments, c'est tout à fait possible. Globalement, alors qu'on dépense 45 milliards d'euros sur le bouclier tarifaire, 2,5 sur la prime rénov pour accélérer la rénovation, il faut changer d'ordre de grandeur, aller 4 ou 5 fois plus vite sur la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics. Aller 4 ou 5 fois plus vite sur la rénovation énergétique, donc mettre plus de crédit public aussi, c'est ça le sujet, pour pouvoir quoi ? Pour, grosso modo, faire 4 ou 5 fois plus vite, il faut doubler le taux de rénovation en Europe pour être sur notre trajectoire climatique. Deuxièmement, on voit les enjeux majeurs de précarité énergétique des personnes qui ne peuvent pas payer leurs factures aujourd'hui dans leur logement. Moi, j'ai appelé un plan Marshall de la rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cibler les 5 millions de passoires énergétiques qu'on a en France, se dire qu'on va les résoudre sur 10 ans. Les passoires énergétiques, c'est des bâtiments qui sont catégorisés F ou G dans les diagnostics de performance énergétique. Il faut en traiter. N'ont souvent pas les moyens eux-mêmes. C'est précisément pour ça qu'il faut baisser. Pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ça leur coûte trop cher. Et c'est précisément pour ça que notre recommandation, c'est de baisser le reste à charge en termes de prime rénov sur ces bâtiments. Qui est encore trop élevé aujourd'hui. Qui est trop élevé, notamment pour des ménages à revenus modestes, sur les bâtiments qui sont souvent F ou G. Il faut prendre un petit peu du bouclier tarifaire qui n'a pas besoin d'être le même pour tout le monde. En France, on le sait bien, il n'a pas besoin d'être le même pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures, d'autres qui le peuvent. Prenons un petit peu de cet argent-là et mettons-le. Vous n'avez pas été entendu là-dessus. Il y a eu des amendements qui ont été proposés au gouvernement pour faire 4 ou 5 fois plus. Il y a des associations qui parlent maintenant de précarité énergétique. En termes de milliards, c'est combien juste qu'on voit Il faudrait passer de 2,5 milliards à 10 milliards sur le soutien à la rénovation énergétique. Sur les 45 milliards de bouclier tarifaire dont on sait qu'il ne va pas durer éternellement, on pourrait en prendre 5 ou 10, les mettre sur la prime rénov. Et si on fait 10 milliards d'euros ciblé sur les passoires thermiques et dans une démarche de rénovation globale. Il faut plusieurs gestes. C'est 10 milliards par an d'ailleurs. 10 milliards par an. On a quel résultat en matière d'efficacité, de consommation d'énergie, de climat on traite en 10 ans toutes les passoires énergétiques et on baisse de 20 ou 25% la consommation énergétique en France. Donc le gros de la consommation énergétique, c'est les passoires énergétiques dans le bâtiment privé et les bâtiments publics. Bâtiments publics, c'est 70% les hôpitaux, les écoles. Les deux axes que nous on propose, c'est traitons les passoires énergétiques F ou G avec un reste à charge beaucoup plus faible pour les particuliers et traitons à toute vitesse les hôpitaux et les écoles qui sont aussi
On parlait à l'instant d'immigration et de manque d'emploi dans ces domaines-là. Le respect qu'on doit à ces populations qui ont un travail très difficile en termes de bâtiments, en termes de conditions de travail, il passe aussi par le bâtiment, il passe aussi par les conditions de travail d'un professeur en termes d'acoustique d'une salle de classe, de conditions de travail dans les hôpitaux pour le repos des soignants dans une garde qui peut durer très longtemps. C'est ça les deux axes. Traitons les passoires énergétiques avec 4 ou 5 fois plus de la prime rénov' et un reste à charge beaucoup plus faible. En 10 ans, on éradique ce sujet-là. Et deuxièmement, traitons les hôpitaux et les écoles. Pourquoi vous n'êtes pas entendu par les pouvoirs publics, notamment par le gouvernement, même s'il y a des amendements qui sont proposés? C'est en train de monter en puissance. Il y a déjà 2,5 milliards sur la prime rénov' l'année prochaine contre 2 milliards. On voit que ça monte en puissance. L'ONU vient, au moment de la COP 27, de faire un rapport pour dire qu'il faut vraiment, vraiment traiter les sujets d'efficacité du bâtiment. Il y a une prise de conscience. Je pense qu'elle va s'accélérer. La filière du bâtiment, d'ailleurs, a créé 100 000 emplois. Donc la CAPEB, la Fédération des artisans, la Fédération française du bâtiment, nous avons créé 100 000 emplois en France pour précisément faire de la rénovation chez les particuliers. Donc c'est possible, il faut de la visibilité, il faut de l'investissement. Je crois qu'il faut aussi que les collectivités locales, le gouvernement sortent d'un raisonnement en annuité budgétaire pour raisonner en investissement. Il faut qu'une université dise « j'investis dans l'efficacité énergétique de mon campus » et non pas « je raisonne à l'année en coût de fonctionnement ». Donc il faut sortir de cette logique de coût de fonctionnement, passer à l'investissement. Les voyants sont au vert manifestement chez Saint-Gobain et en même temps votre principal débouché ça reste le bâtiment au sens large et quand on voit un ralentissement de la construction neuve évidemment qui n'est qu'un morceau de votre activité en France mais aussi en Europe, un marché immobilier américain qui est en train de se retourner quand on voit les transactions, et souvent les transactions devancent les prix avec des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers qui sont à 7% quand même sur 30 ans aux États-Unis. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Plus que ça. On se prépare à différents scénarios, mais par exemple, vous voyez, aux États-Unis, le gros de notre activité est sur la rénovation, notamment dans la toiture. C'est pas votre sujet. C'est pas que ça n'est pas un sujet, mais par exemple, les maisons individuelles baissent, mais les maisons collectives, les logements collectifs augmentent. Vous avez 18% de hausse des permis sur le collectif, alors que l'individuel baisse. Donc on est entre deux eaux, tous les voyants ne sont pas ouverts, on est attentif et on se prépare à différents scénarios. La stratégie de Saint-Gobain, c'est de continuer à déployer notre plan sur la construction durable, la rénovation énergétique, et d'avoir toujours cette mentalité de surperformer nos marchés. Donc on a plus que doublé notre rentabilité aux États-Unis depuis 3 ans. On a d'ailleurs investi plus de 5 milliards de dollars aux États-Unis. Donc moi je suis confiant que l'année 2022 va être une année record pour Saint-Gobain. Une nouvelle année avec une marge à 2 chiffres. Après la très bonne année 2021, on va battre le record de 2021 en 2022 et je suis confiant sur les perspectives moyen et long terme de Saint-Gobain. Quels sont les voyants qui sont à l'orange pour le coup? On parle des voyants qui sont au vert. Précisément le neuf, il y a un certain nombre d'endroits où l'inflation, donc j'ai mis le doigt dessus. La hausse des taux est importante. Donc on sait que le neuf va baisser en France, mais le neuf c'est une petite partie. On sait qu'il va y avoir un peu un tassement sur le neuf aux États-Unis, mais vous voyez les États-Unis, on va passer à 1,5 million de ce qu'on appelle les housing starts, les logements commencés. La moyenne qu'il faut aux États-Unis, c'est précisément 1,5 million pour soutenir la demande de la population. On est très loin d'une chute qu'on avait vécue à 700 000 pendant la grande crise financière. Et il y a globalement 6 millions de logements en manque entre les États-Unis et le Canada. Donc il y a des tendances de fond, retour à la maison individuelle, rénovation, besoin de la population qui sont très porteuses. Il va y avoir des petits à-coups, il y a des soubresauts, on y est prêt et on va faire face à tout ça avec succès. Voilà, dans les soubresauts, il y a évidemment l'inflation. Vos prix ont augmenté au 3e trimestre de 15%. Et donc, ça vous permet d'afficher donc, un chiffre d'affaires en hausse sensible. Je parle sur l'organique. Mais ça masque des volumes qui stagnent. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un voyant, un clignotant qui est à l'orange? Alors, les volumes, ils stagnent. J'ai des chiffres. Sur 9 mois, baisse de 0,8% et de 1,6% au 3e trimestre. Ils stagnent par rapport à 2021. Ils sont en hausse par rapport à 2019. Moi, j'aime toujours comparer par rapport à 2019, parce qu'on a connu 2 années 2021 très basses à cause du Covid, 2021 forte reprise. Par exemple, en France, on a des volumes qui sont au-dessus de 2019. Aux États-Unis, 8% au-dessus de 2019. Donc, mais la tendance de voir des volumes qui baissent. Oui, on est attentif à ces sujets-là depuis quelque temps déjà. Donc ça fait partie de nos scénarios pour l'année prochaine. Mais vous voyez qu'on n'est pas sur du moins 30. On est sur des tassements, alors même qu'aux États-Unis, on a encore 6 ou 8% au-dessus de 2019. En France, on navigue à 2 ou 3% au-dessus de 2019. Donc c'est des tassements, c'est des voyants qu'on intègre dans nos capacités de gestion. Mais encore une fois, on est très confiant sur la bonne tenue, la bonne résistance des marges et puis des résultats de Saint-Gobain. Qu'est-ce qui ne branche pas les clients quand vous leur annoncez 15% de hausse des prix? Parce qu'on se dit que ce n'est pas reproductible à l'infini quand même, non? On a été très très attentif depuis longtemps à accompagner nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire anticiper et expliquer les hausses de prix, que oui, Saint-Gobain a dû avaler 5 milliards
de hausse énergie, inflation et matières premières en 2 ans. J'étais resté sur 3, sur 3 milliards d'euros, c'est cette année. Et 2 l'année dernière. Donc sur 2 ans, 5 milliards d'euros. Donc on explique. Hausse de coût de l'énergie, les transports, les matières premières qui sont liées à l'énergie. Donc il faut beaucoup de communication auprès des clients. Moi j'ai personnellement parlé avec beaucoup de clients, au président de fédération par exemple en France. Donc beaucoup d'anticipation pour leur dire attention, dans 2 mois, vous allez avoir une hausse de prix. Deuxièmement, chez Point P, dans notre négoce de matériaux ou chez CDO pour le sanitaire chauffage, on fait des devis fixes pendant 1 mois. Et troisièmement, on fait aussi beaucoup de crédits aux artisans, par exemple en France. 1,5 milliard de crédits à zéro. Quand les tensions ou les taux d'intérêt chez les banques montent, Saint-Gobain fait 1 milliard de crédits aux artisans. Donc ça, c'est un panel d'investissement sur nos stocks. Vous savez qu'il y a 1 an, on avait parlé ensemble, il y avait des difficultés d'approvisionnement sur les chantiers. On a beaucoup investi sur les stocks pour ne pas avoir... Eh ben, ça se passe bien. Maintenant, il n'y a pas de problème de service sur les chantiers en termes de disponibilité matériaux. Donc c'est un panel de... J'investis dans les stocks pour vous aider en termes de service. Je fais du crédit gratuit. Je préviens sur les hausses de prix et je fais des devis fixes pour ne pas vous mettre en difficulté vis-à-vis de vos propres clients particuliers. Donc c'est tout un dialogue. On a eu les assises du bâtiment vendredi dernier et beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Dans les moments difficiles, il faut être proche de ses équipes. On l'a été pendant le Covid et il faut être également très proche de ses clients. Notre organisation par pays, vous le savez, est pour ça formidable parce que nos patrons de pays sont des natifs du pays, américains aux États-Unis, vietnamiens au Vietnam, et ils parlent et ils connaissent leur écosystème. Mais si tout ça est structurel, si cette crise énergétique, c'est ce que nous dit, je crois d'ailleurs, le FMI ce matin, cette crise énergétique, si elle s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire tous les ans avoir 3-4 milliards d'euros de plus de hausse de cette facture énergétique, de ces coûts de production, c'est gérable année après année ça ? Il n'y aura pas une inflation du même effet en termes de marge d'escalier, parce que le gaz à 120, 150 euros, il ne va pas passer à 500. L'électricité, on connaît la situation difficile qu'on a sur le parc nucléaire en France, ça va se résoudre. Donc on a en revanche un palier d'énergie chère, on ne va pas retrouver l'énergie très bon marché qu'on avait il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut précisément, je reviens au sujet de l'efficacité énergétique des bâtiments, ça réaligne de façon encore plus prégnante et encore plus forte le besoin pour le pouvoir d'achat des ménages de traiter l'efficacité du bâtiment, que les collectivités comme l'Université de Strasbourg ne disent pas « je ferme les portes le 1er décembre parce que je ne peux pas payer ma facture ». Donc ça aligne le pouvoir d'achat des ménages, l'efficacité énergétique pour le climat, et Saint-Gobain a des solutions à toute vitesse pour les apporter. Oui. Un petit mot juste des États-Unis. J'ai découvert en préparant l'émission, vous avez grossi à vitesse grand V aux États-Unis. Il y a eu depuis 3 ans, alors j'ai les chiffres, 5 milliards d'euros d'acquisition depuis 2 ans. Vous êtes vraiment incontournable désormais sur le marché nord-américain, Canada, États-Unis, aujourd'hui Saint-Gobain. On ne se rend pas compte d'ici évidemment. Mais Nous avons plus que doublé notre rentabilité aux États-Unis et en termes d'offres, nous sommes effectivement le numéro 1 des matériaux de construction aux États-Unis quand on prend l'ensemble de l'offre de Saint-Gobain. Donc c'est un peu plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis contre 6 il y a 4 ans. Et c'est 19% de votre chiffre d'affaires et 25% d'objectifs en 2030. Voilà, et c'est notre premier pays en termes de rentabilité. Donc on a eu un grand succès aux États-Unis. Ça s'est fait avec beaucoup d'investissements, vous le rappeliez, un peu plus de 5 milliards de dollars. Investi comment ? Dans 3 boîtes, j'ai vu. Il y a eu 2 offres publiques d'achat sur 2 sociétés cotées américaines, l'acquisition d'une société familiale canadienne et puis des investissements en termes de nouvelles usines. Donc au total, plus de 5 milliards de dollars d'investissement. Et nous sommes le numéro 1 des matériaux de construction aux États-Unis dans un marché qui est très porteur, dans une population, on l'oublie, mais qui a presque doublé en 60 ans, sur 2 générations. La population américaine est passée de 180 à 340 millions d'habitants. Donc c'est une demande forte, c'est des marchés rentables. Pourquoi c'est aussi rentable ? Parce qu'aux États-Unis, on se dit qu'il y a une concurrence qui est très forte aux États-Unis, on ne s'imagine pas que ce soit aussi rentable. Aux États-Unis, vous avez des effets d'échelle, puisque le pays est vaste, et vous avez les mêmes matériaux qui sont fabriqués sur tous les États-Unis. Donc si vous avez des usines très compétitives, vous avez des effets d'échelle qui vous permettent d'être très rentables dans des marchés assez concentrés et des gros effets d'échelle. C'est comme ça qu'on a effectivement... On a 145 usines entre les États-Unis et le Canada. Ah ouais. Et des équipes américaines et canadiennes formidables pour gérer tout ça. Donc votre offensive sur le marché américain n'est pas terminée puisque l'objectif c'est 25% en 2030. On va continuer. Donc ça passera par d'autres acquisitions. Les États-Unis, là aussi je l'ai découvert, qui sont en pointe sur la construction responsable. Non mais vu de la lorgnette ici, comme on est très ethnocentré en France, on n'imagine pas ça en fait. Le modèle constructif américain, c'est la construction légère. La construction frugale. Pas de béton, pas de ciment. Pas de béton, pas de ciment, pas de mur de parpaing plein. Ouais. Donc moi c'est ce que Saint-Gobain prône, à la fois la rénovation énergétique, on en a parlé, et sur le neuf, la construction légère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire construire comme aux États-Unis, comme dans les pays nordiques, comme au Japon, avec des structures en ossature bois. Alors ça peut être de l'acier, ça peut être du béton, mais surtout vous évitez les murs pleins. Donc vous pouvez diviser par 2 le poids des matériaux
et donc le CO2, ça a permis des vitesses de construction très fortes. C'est les Américains qui ont construit les premiers gratte-ciel il y a 100 ans, parce qu'ils ont standardisé la construction. Et donc, quand vous standardisez, d'ailleurs, ça répond à la rentabilité des industriels. Mais sur des maisons, ça fait des maisons aussi bien isolées. Des maisons tout à fait... Parce qu'on a souvent décrié, vu d'ici, là aussi, les maisons, la qualité des constructions américaines. C'est des maisons tout à fait excellentes, dans des climats plutôt rudes. Moi, j'ai vécu 4 ans de ma vie à Boston. L'hiver à Boston est plus rude qu'à Paris. Donc, en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité acoustique ou de qualité de confort visuel, par exemple dans les bureaux à New York ou dans les grandes villes américaines, c'est tout à fait excellent. Donc c'est une conception de la construction neuve qui est à la fois très efficace en termes de mode constructif. On construit très vite aux États-Unis et avec toutes les normes. Et ensuite, sur le développement durable au sens large, ce que vient d'annoncer le président Biden est très important. Parce l'Inflation Reduction Act. Oui, et c'est fondamentalement... Qui est largement décrié quand même en France. Pardon, vous le voyez, vous, parce que c'est bon pour votre business, mais... beaucoup de politiques et d'économistes disent que ces subventions massives en faveur des entreprises américaines, ça crée des distorsions pas possibles. On a appris la fin de la globalisation avec le Covid. Parce que les supply chains, les chaînes logistiques ne tiennent pas à la globalisation. On a appris qu'il fallait sécuriser des chaînes d'approvisionnement régionales. Les Chinois le font, les Américains le font, et ils le font effectivement avec une certaine forme de protectionnisme. L'Europe est ouverte à tout vent. Donc il faut que l'Europe cesse d'être naïve pour mettre des taxes carbone aux frontières, pour ne pas faire en sorte que l'énergie soit 4 fois plus chère en Europe qu'en Chine ou 5 fois plus chère qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Il se passe qu'on détruit l'économie, on détruit l'industrie en Europe et on se paupérise. Si l'électricité revient à un prix normal, déjà on règle une partie du problème. C'est un des gros sujets. Mais les Américains, donc moi je ne peux pas leur en vouloir, ils ont décidé d'être indépendants de chaînes d'approvisionnement globales. Ils ont toutes les ressources en termes d'innovation, de savoir-faire, de capacité industrielle et financière pour faire dans leur pays. Je prends un exemple. Le véhicule électrique américain, il sera fabriqué, assemblé aux États-Unis. Ouais. Pourquoi en France, on subventionne des véhicules électriques chinois ? Pourquoi la mairie de Paris vous donne 1 200 € pour acheter un scooter électrique chinois ? Il y a des moments où il faut arrêter d'être naïf pour protéger l'industrie européenne, sinon on aura de l'industrie chinoise, de l'industrie américaine, on aura détruit l'économie et l'industrie européenne. Il n'est pas trop tard ? Il n'est pas trop tard, mais il faut agir vite. On a vu l'aberration de la fixation, vous parliez d'électricité, l'électricité fixée au dernier coup de la centrale. Qui a bien marché pendant très longtemps aussi. Non, pas fondamentalement. Parce que jusqu'à la crise et la guerre en Ukraine, le système fonctionnait. Pas fondamentalement sur l'électricité, parce que ça n'a pas conduit à des investissements dans l'électricité en Europe. Non, on a toujours été contre ce système de prix, avec un prix spot qui était décorrélé des coûts de production. Aujourd'hui, ça coûte 40, 50 € de fabriquer de l'électricité en France. On le vend à 600 ou à 900 sur le marché spot, parce que c'est la règle européenne. Il faut casser ça très vite. C'est plus le cas aujourd'hui, sur le marché spot, ça a rebaissé. 300 ou 400, c'est quand même 10 fois le prix de production. Les Allemands, l'année prochaine, ont décidé pour tous les acheteurs, producteurs consommateurs de gaz, de fixer 70% de leur consommation à 70 €, quel que soit le cours du prix spot. Payé par le gouvernement allemand. Ouais. En France, on a de l'énergie nucléaire pas chère en termes d'électricité. On n'a pas fixé le prix de l'électricité pour les industriels, les consommateurs français. Donc il y a un moment où il faut décider, agir vite et pas attendre 3 ans, 4 ans. Et pourquoi ça n'est pas fait ? Alors que tout le monde a bougé autour de nous, enfin tout le monde, les Allemands en tout cas. Moi j'apprécie beaucoup la vitesse de décision et d'exécution des Américains. C'est une force très grande. On décide, par exemple, notre dernier parc d'énergie solaire, on l'a signé avec Total aux États-Unis. Ça a été décidé et exécuté très vite. Donc il faut qu'on apprenne en Europe et en France à non seulement avoir le discours, mais ensuite la vitesse de décision et d'action. C'est ce que font les entreprises et elles sont partie prenante de la solution. Donc faisons confiance aux entreprises, elles savent décider, agir vite, embaucher les bonnes personnes. On a embauché 6500 personnes en France en 2022, 2200 alternants. On est attractif, on peut apporter la solution. Faisons confiance aux entreprises pour accélérer, apporter la solution sur l'économie française ou européenne. Avant de se quitter, Benoît Bazin, on est sur Boursorama, évidemment, on a regardé le cours de bourse. Qu'est-ce qui se passe ? 28% de baisse depuis le début de l'année, le CAC en perd 7%. Est-ce que vous comprenez déjà cette contre-performance ? Est-ce que vous ne la comprenez pas ? Est-ce que vous l'expliquez ? Je me l'explique, je garde la perspective sur 2 ans, on est encore en hausse de 25% sur 2 ans. Donc c'est quand même une performance satisfaisante. On dit année record en 2022 pour Saint-Gobain, cours de bourse qui perd 28%. Alors en fait, il y a 2 raisons fondamentalement à ça. L'anticipation d'une récession forte en 2023, notamment de la part des investisseurs américains, mais pas seulement, ça c'est le premier paramètre. Et deuxièmement, une inflation qui va tuer de la demande et de surcroît une composante énergétique chez Saint-Gobain qui est sensible. Ce qu'on démontre,
c'est que Saint-Gobain, en 2022, malgré des vents contraires, parce que ça n'est pas une année facile, Saint-Gobain va délivrer des résultats meilleurs que 2021, une deuxième année de croissance à 2 chiffres. Et donc, nous, notre perspective, si vous voulez, c'est des tendances de croissance très fortes à moyen terme et démontrer que Saint-Gobain n'est plus une valeur cyclique. Sortir de cette catégorie, la macroéconomie baisse, Saint-Gobain est une cyclique. C'est l'image qu'on avait dans très longtemps de Saint-Gobain. Saint-Gobain démontre que face à la guerre, face à l'énergie qui coûte 5 ou 10 fois plus cher, Saint-Gobain délivre en 2022 des résultats meilleurs que 2021 et une année à plus de 10% de marge quand on vient de 7 il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est montrer la résilience. La résilience de Saint-Gobain, y compris dans des temps difficiles. Donc c'est ce à quoi toutes les équipes s'emploient. C'est le challenge d'ailleurs qu'on s'est donné. Moi je prends ça comme une opportunité. Il faut qu'on démontre que tout ce qu'on a créé de valeur, de richesse depuis 4 ans avec la transformation du groupe, les investissements aux États-Unis, ça tient bon, y compris dans des périodes plus difficiles. On l'a fait en 2022, on va le faire en 2023. Donc cette performance boursière est injustifiée d'un point de vue économique, selon vous, quand on voit les Elle est décalée, elle est complètement décalée par rapport à nos perspectives. Et d'ailleurs, les analystes, pour 3/4 d'entre eux, sont à l'achat, avec un cours au-dessus de 60 €. Donc ils restent positifs, confiants sur les perspectives de Saint-Gobain. On est à 45 et ils ont un cours moyen à 61 de mémoire sur les perspectives à moyen terme. On en reparlera quand on se verra la prochaine fois. Merci de passer nous voir. Benoît Bazin, donc directeur général de Saint-Gobain, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.